Bonjour Monsieur Kruger, bienvenue à la Revue Fiduciaire. Nous publions dans quelques jours la première édition de votre ouvrage intitulé « La gestion fiscale des holdings ». Alors comme chacun sait, les holdings ne sont pas des entités qui relèvent d'une catégorie juridique particulière et ni même d'un régime fiscal spécifique. Il s'agit simplement de sociétés qui ont pour rôle de détenir des participations et qui sont utilisées dans certaines opérations. Vous avez accepté, je vous en remercie vivement, de répondre à quelques questions concernant les utilisations possibles des sociétés holding et surtout les avantages fiscaux que l'on peut en retirer. Tout cela, bien sûr, étant expliqué en détail dans votre ouvrage et illustré par de nombreux exemples. Alors, dans la première partie de votre ouvrage, vous abordez tout d'abord les règles qui concernent la constitution du holding. Alors, ma première question va donc porter sur cette étape. Alors, je suis une personne physique et je décide de constituer une société holding en apportant à cette société des titres que je détiens dans mon patrimoine privé, notamment pour faciliter la reprise ou la transmission de mon entreprise. Est-ce que la plus-value réalisée bénéficie d'un report ou d'un sursis d'imposition? Et est-ce qu'on doit encore craindre la procédure d'abus de droit en cas de cession par la holding des titres apportés? Bien, désormais, les apports de titres à une société contrôlée ne bénéficient plus du sursis d'imposition. Le régime applicable désormais prévoit l'application d'un report d'imposition, mais qui est un report assorti de conditions. Alors, si la société holding bénéficiaire des apports vend les titres apportés dans un délai de 3 ans, bien là, le report obtenu prend normalement fin, sauf si la holding s'engage à réinvestir 50% du produit de la cession dans une activité économique. Donc désormais, on a ces deux régimes. Un régime de sursis pour les apports à des sociétés qu'on ne contrôle pas, pour lesquelles on peut penser que ce ne seront jamais des opérations abusives. Et puis ce régime de report pour les opérations à des sociétés contrôlées, avec là un encadrement par des conditions. Donc on peut penser que désormais, l'abus de droit n'a plus raison de s'appliquer. D'accord. Et si l'apport des titres n'est pas réalisé par une personne physique, mais par une autre société, est-ce qu'il y a également un régime de faveur? Alors, normalement, une opération d'apport par une société soumise à l'IS, c'est une opération de cession. Donc ça rend normalement imposable les plus-values. Alors, on sait bien que s'agissant d'une cession de titres de participation, ce sera taxé au taux de 0% sous réserve de la quote-part de frais et charges. Donc on n'aura jamais une imposition très lourde. Alors, cela étant, la plupart du temps, quand on apporte une participation, disons, substantielle, par exemple, on apporte plus de 50% des titres d'une société, eh bien, ce sera un apport assimilé à une branche complète d'activité qui sera soumis au régime des apports partiels d'actifs. Donc, on aura un régime de toute façon de sursis, donc on échappera même à l'imposition de la quote-part de frais et charges. Alors maintenant, si la société holding est constituée par rachat de titres, alors vous procédez dans votre ouvrage à une comparaison extrêmement intéressante entre l'achat direct des titres par une personne physique et l'acquisition des titres via une holding de reprise, et vous nous expliquez l'important effet de levier fiscal que permet la holding. Alors sans dévoiler les détails techniques de l'opération, est-ce que vous pouvez nous en décrire les grandes lignes? Tout simplement, quand une personne physique s'endette pour acheter des titres, des actions, il va falloir qu'elle utilise les dividendes qui lui sont versés par la société cible pour rembourser la banque. Alors, c'est une situation un petit peu catastrophique fiscalement, parce que finalement, la personne physique va être taxée sur les dividendes qu'elle perçoit, et en même temps, et donc lourdement taxée, puisqu'on a l'impôt sur le revenu, on a les contributions sociales, et en même temps, elle ne pourra pas déduire, ou très rarement, les intérêts d'emprunt. Alors, fiscalement, ce n'est pas une situation satisfaisante. Évidemment, tout le monde procède par holding interposé désormais, parce que dans ce cas-là, la holding n'est pas taxée sur les dividendes qu'elle perçoit, grâce au régime mère-fille, ou encore mieux, grâce à l'intégration fiscale qui permet de ne même pas être taxée sur la quote-part de frais et charges, et la holding pourra déduire les intérêts. Donc vous avez pratiquement que des avantages à la mise en holding. D'accord.
Alors, l'ouvrage décrit après en détail toutes les particularités fiscales qui concernent le fonctionnement et la gestion des participations, y compris en régime d'intégration fiscale, alors donc le régime des dividendes, le régime des plus-values, le régime des dépréciations. Mais il attire également l'attention sur toutes les difficultés fiscales qui peuvent résulter de la gestion d'un groupe. Alors, s'agissant des prestations de services qui sont rendues par la holding aux autres sociétés du groupe, et en particulier des prestations de direction générale. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Alors c'est une question délicate, hein, et c'est de celles qui sont les plus fréquemment posées. Donc la question de la facturation des prestations par la société holding aux filiales ou à l'intérieur du groupe plus généralement. Alors là, je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais la première chose, à mon avis, c'est de bien respecter le formalisme juridique. Donc notamment rédiger des contrats en bonne et due forme entre la société mère et ses filiales, décrivant les différentes prestations. Bien respecter ces contrats, c'est-à-dire de ne pas déborder en modifiant les conditions de facturation à un moment donné sans modifier les contrats. Ça, c'est très important. Et puis évidemment, derrière, vous avez les procédures de conventions réglementées, etc. Alors l'autre aspect, c'est la tarification de ces prestations. Donc il faut faire attention à ne pas prévoir une facturation trop élevée ou au contraire trop basse. Si elle est trop basse, c'est la société mère qui va être recherchée en acte anormal de gestion. On va dire qu'elle a fait des cadeaux à ses filiales. Si la facturation est trop élevée, ce sont les filiales qui risquent un redressement fiscal, toujours d'acte anormal de gestion. Alors là, on sait, par ailleurs, que l'option pour le régime de l'intégration fiscale nous apporte une sécurité importante, puisque dans ce cas-là, ce serait simplement considéré en tout état de cause comme des subventions indirectes qui, vous le savez, sont neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble. Donc le risque fiscal est très minimisé. Alors il y a une autre difficulté, elle concerne le prêt de main-d'œuvre. Alors on sait que d'un point de vue juridique, le prêt de main-d'œuvre n'est licite que s'il est utilisé à but non lucratif. En revanche, pour le fiscaliste, eh bien, une opération facturée à prix coûtant risque de tomber sous le coup de l'acte anormal de gestion. Alors comment est-ce qu'on peut concilier ces deux points de vue? Alors là, il ne faut pas confondre entre le prêt de main-d'œuvre et une prestation de service qui en fait prend la forme d'une facturation des prestations rendues par un certain nombre de personnes. Donc le prêt de main-d'œuvre, finalement, on le rencontre assez rarement. Alors quand on le rencontre vraiment, et là ça veut dire que du point de vue notamment du droit social, on a véritablement une mise à disposition d'une personne et les factures sont libellées de cette manière-là, et bien là, je dirais que la précaution première, c'est quand même de respecter le droit social et donc effectivement de ne pas faire de marge sur la prestation. Et le fiscal viendra après. Alors le problème du fiscal, c'est qu'effectivement, on est censé peut-être faire une marge sur nos prestations. Alors, cela étant, on a un certain nombre de jurisprudences qui nous disent qu'étant donné qu'on n'a pas le droit juridiquement de réaliser une marge, parce que sinon c'est un délit de marchandage qui est un délit pénal, eh bien, apparemment, certaines jurisprudences nous autorisent à ne pas facturer de marge. Alors, ensuite, on a le problème des prestations de services. Les prestations de services, il n'y a pas de problème. Hein. À partir du moment où peut-être je facture un service qui est rendu effectivement par des salariés, mais ce que je facture, c'est bien le service et c'est très clair sur les contrats. Donc, on revient aussi à la rédaction des contrats, au problème de rédaction des contrats. Eh bien là, il faut normalement que je réalise une certaine marge et je dirais que la jurisprudence, qu'elle est rappelée dans l'ouvrage, la plupart du temps, met la charge de la preuve du côté de l'administration. Ce sera à l'administration de prouver que éventuellement les prestations sont réalisées à un prix excessif. Alors pour revenir donc au prêt de main-d'œuvre, je pense que si jamais on ne peut pas l'éviter, ce qui la plupart du temps n'est pas le cas, on peut plutôt procéder par prestation de service, le risque fiscal est plutôt limité. Alors, il y a récemment plusieurs dispositifs fiscaux qui limitent pour les sociétés qui sont soumises à l'IS la déductibilité des charges. Alors d'abord les charges financières, et puis également la limitation des abandons de créances à caractère financier, puis également des limites concernant les reports déficitaires. Est-ce que vous pensez que ces restrictions qui se cumulent finalement sont de nature à remettre en cause les opérations
avec effet de levier qui sont habituellement réalisés par les holdings? Ça dépend, parce qu'on a, vous savez, les holdings, c'est un univers où vous avez des tas de holdings différentes. Vous avez des petites holdings qui constituées pour la reprise de PME, où vous avez des holdings beaucoup plus importantes, avec des chiffres très élevés pour la reprise de sociétés d'un montant peut-être parfois considérable. Bon. Alors, il faut bien voir que tous les dispositifs restrictifs qui ont été pris dans les années récentes ont plutôt épargné les PME. Donc, les petites holdings, la plupart du temps, ne sont pas touchés. Évidemment, les holdings de reprise beaucoup plus importantes peuvent être fortement pénalisés. Alors, l'exemple, c'est le plus typique, c'est le dispositif du rabot fiscal, puisque ça limite la déduction des charges financières nettes. Et ce qu'on voit, c'est que ce dispositif ne s'applique que lorsque ces charges financières nettes dépassent 3 millions d'euros. Donc ça épargne effectivement les petits groupes. Merci. Alors la dernière partie de l'ouvrage traite donc des questions et d'études spécifiques, la TVA, la taxe sur les salaires et l'ISF. Alors s'agissant de la TVA, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous nous démontrez que les holdings mixtes, en fait, peuvent en pratique déduire la TVA d'amont dans son intégralité. Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion ? Oui, la plupart du temps. Évidemment, on peut avoir des exceptions. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une holding mixte ? Une holding mixte, c'est une société qui réalise finalement peut-être 3 types d'opérations. Alors, elle rend des prestations de services à ses filiales. Ces prestations de services supportent la TVA. Donc évidemment, là, on n'a pas de difficulté particulière pour la déduction de la TVA d'amont. Deuxième catégorie, puisque c'est une holding, si tout se passe bien du côté des filiales, on va percevoir des dividendes. Alors là, c'est là qu'éventuellement, on peut imaginer avoir un problème de déduction de la TVA, puisque les dividendes sont hors champ. Mais précisément, comme ils sont hors champ d'application de la TVA, normalement, avec la jurisprudence d'il y a déjà maintenant quelques années, on sait qu'on peut exclure les dividendes du calcul d'un éventuel coefficient de déduction. Donc on n'a pas de problème non plus par la perception des dividendes. Reste la véritable difficulté qui serait la perception d'intérêt. C'est vrai que la holding peut avoir de la trésorerie, donc réaliser des placements, elle peut faire des avances à ses filiales, donc très souvent elle reçoit des intérêts. Et vous savez que les intérêts sont dans le champ d'application de la TVA, contrairement aux dividendes, mais sont exonérés expressément de TVA. Donc là, éventuellement, ça pourrait détériorer nos droits à déduction. Cela étant, la plupart du temps, on se rend compte qu'on est sauvé en fait par la doctrine administrative, parce que la doctrine administrative prévoit quelque chose d'assez large en ce qui concerne les produits financiers accessoires, puisqu'elle dit qu'il ne faut pas que finalement plus de 10% des ressources de la société holding soient consacrées à cette activité, disons, de trésorerie. Et la plupart du temps, c'est le cas. Donc, sauf dans le cas des holdings qui ont une véritable activité de trésorerie. Par exemple, on a dans une grosse holding une salle des marchés qui gère toute la trésorerie des filiales, fait des placements, etc. Donc une véritable activité. Et dans ce cas-là, de toute façon, on passera par la sectorisation en matière de TVA. Et bien, dans tous les autres cas, la plupart du temps, on n'est pas gêné. La seule chose qui peut se passer, c'est que l'administration peut vouloir remettre sur un raisonnement d'affectation, remettre en cause la TVA d'amont déductible sur certaines opérations sur titre. Et notamment, on sait qu'on a une doctrine et une jurisprudence assez peu favorables sur les frais relatifs aux cessions de titres. Mais à part cette situation particulière, la plupart du temps, on pourra déduire, même dans une holding, la totalité de la TVA. Merci. En tout cas, c'est exposer une règle fiscale très compliquée de manière très très claire. Et alors, ça va être donc un bonheur de lire le livre sur ce sujet-là. Alors, autre question, les holdings qui ne sont pas assujettis à la TVA sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires sont donc redevables de la taxe sur les salaires. Alors là aussi, il y a des solutions pour minimiser la taxe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet ? Oui, la taxe sur les salaires, c'est beaucoup plus ennuyeux encore que la TVA. C'est là où, en général, on a parfois des risques fiscaux dans les holdings. Alors, la première chose, c'est évidemment la sectorisation, parce que de la même façon que la TVA dans certains cas extrêmes, elle l'a beaucoup plus fréquemment, notamment en cas de contrôle fiscal.
on va revendiquer la sectorisation, on va dire effectivement, on a des activités qui ne sont pas passibles de la TVA, donc on a potentiellement de la taxe sur les salaires, mais on va constituer des secteurs. Donc on supportera la taxe sur les salaires uniquement sur le secteur financier. Et généralement, on a assez peu de personnes, voire peut-être une parfois, concernées par le secteur financier. Donc, dans ce cas-là, on a une arme face aux redressements fiscaux. Le problème, c'est que les holdings, et notamment les holdings à vocation familiale, ont au sein de leur personnel ou de leur direction beaucoup de personnes qui sont juridiquement, statutairement, des dirigeants. Or, par la jurisprudence, on apprend que les dirigeants ont une fonction transversale et donc on ne peut pas les exclure du secteur financier. Donc, retour à la taxe sur les salaires. Donc, ce système de sectorisation ne nous sauve pas à tous les coups. Alors, après, on a des solutions. On a quand même des solutions qui dépendent alors à chaque fois de la situation de fait. Donc, il faut regarder de très près. Alors, l'une des solutions, notamment dans les petites holdings, une PME avec un ou deux dirigeants, c'est de placer les dirigeants sous un statut TNS. Puisqu'évidemment, les dirigeants n'étant plus salariés, la taxe sur les salaires ne leur est plus applicable. Vous avez aussi la solution, par exemple, on pourra en citer d'autres, mais en ce qui concerne des holdings qui seraient des holdings riches, pas celles qu'on évoquait tout à l'heure, qui doivent verser des annuités à la banque chaque année, parce qu'on a des holdings de reprise qui sont lourdement endettés, mais des holdings déjà plus arrivés à maturité, qui ont déjà une bonne trésorerie. Et bien là, ce qu'on peut préconiser, c'est que la filiale ne distribue ses dividendes qu'une année sur deux. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, on arrive en tout cas à limiter très fortement, et la plupart du temps à supprimer purement et simplement la taxe sur les salaires. Alors, dernier point, ça concerne l'ISF. Plusieurs avantages fiscaux sont accordés en matière d'ISF, et pas seulement d'ISF. On a également les droits de mutation à titre gratuit, sont accordés à des sociétés holding qu'on appelle des holdings animatrices. Alors, l'administration a annoncé un durcissement de sa doctrine au cours d'une conférence en début d'année 2014, et puis on attend des éclaircissements dans une instruction à paraître. Est-ce que vous en savez plus sur la question ? Alors effectivement, il existe un projet de BOFIP qui restreint la notion de holding animatrice, qui est pourtant intéressante et protectrice, notamment en matière de biens professionnels. Alors, cela étant, d'après mes informations, les restrictions qui seraient opérées par l'administration devraient être moins sévères que celles qu'on attendait, celles qui avaient été plus ou moins annoncées à un moment donné. Alors, apparemment, le principal enjeu porte sur la notion de filiale contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait, on exigerait désormais, ce qui n'était pas vraiment inscrit jusqu'à présent dans la doctrine, que toutes les filiales soient contrôlées, c'est-à-dire qu'elles soient détenues au moins à 50%. Ça étant, il semblerait que, au départ, on pensait que toutes les holdings qui comporteraient éventuellement une filiale qui ne serait pas contrôlée seraient purement et simplement considérées comme n'étant pas des holdings animatrices. Et d'après ce qu'on a cru comprendre, la solution administrative serait beaucoup plus souple que ce qui était annoncé. On devrait avoir assez peu de modifications par rapport à ce qu'on redoutait. Bien, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et j'invite vivement nos lecteurs qui sont intéressés par le sujet à commander et à acheter l'ouvrage de M. Krasler. Merci.